Ça recommence avec Edit and Continue in GDB par Alexandre Bernard. Merci. Alors, déjà bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc ce dont je voulais vous parler, c'est d'un projet que j'ai appelé SAC pour Save and Continue. L'idée, c'est d'être capable d'implémenter un module Edit and Continue dans GDB et donc de faire de l'Edit and Continue avec du C qui est à la base compilé statiquement. Donc, on va peut-être définir ce que c'est un module Edit and Continue. Le module Edit and Continue, c'est l'idée que j'ai un process qui est en train d'être débugué, à droite. J'ai ces fichiers sources à gauche. Et derrière, en fait, quand je vais arriver et modifier les fichiers sources, le flow d'exécution de mon process, il va continuer sur les modifications apportées. Donc, on va skip tout ce qui va être la partie compilation, arrêter son processus de debug, compiler, reprendre le processus de debug, tout ça à la poubelle. Donc, comment je vais vous parler de tout ça? Si je me trompe de focus, ça va pas marcher. Voilà. Le but, donc comment on fait ça? Le but, c'est qu'on soit capable d'injecter du code. Parce que vous êtes d'accord que, comme j'ai dit tout à l'heure, à la base, c'est statique tout ça. D'accord? Donc, quand je vais faire mes modifications, je veux que mon utilisateur il soit capable de faire tout ce qu'il veut. Quand je dis tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il veut, à une limite près. Je veux qu'il soit capable d'injecter de nouvelles fonctions, je veux qu'il soit capable de déclarer de nouvelles fonctions, rajouter des arguments, je veux qu'il soit capable de modifier les fonctions existantes, RM les fonctions, ajouter des nouveaux fichiers, etc., etc. Et tout ça, même chose pour les variables globales, à une exception près, c'est que les variables globales, il n'aura pas le droit de changer leur type. C'est la seule limitation du projet. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez. Donc il faut que je trouve un endroit où mettre ce code. Il faut que je trouve un endroit où mettre le code que l'utilisateur a rajouté. Je ne peux pas le mettre quelque part dans le process comme ça, genre juste trouver des petits bouts à droite à gauche, peut-être sauter entre les bouts. Non, ça ne marchera pas. Je veux qu'il soit capable de faire ça pendant des années s'il a envie. SAC doit supporter ça. Donc, c'est le premier défi. Le deuxième défi, ça va être d'update les symboles. L'utilisateur il définit une nouvelle fonction foo. Il donne une nouvelle valeur à sa variable toto. Donc, à partir de maintenant, ces valeurs doivent être appliquées. Foo, il prenait un argument, maintenant il en prend deux. C'est la vie. Et quand il va continuer son exécution, il faut que le symbole foo il soit update. Et il faut que le toto aussi soit update. Tout ça, ça rentre avec une troisième contrainte, c'est l'idée que j'ai pas envie qu'un utilisateur, pour qu'il utilise mon module, pour qu'il utilise mon edit and continue, j'ai pas envie qu'il compile mon GDB. J'ai envie qu'il prenne mon GitHub, qu'il le clone et qu'il utilise mon module. Donc pour ça, je vais utiliser l'API Python de GDB qui permet de load le module au moment où vous lancez GDB. Donc, parlons un peu de cette API Python de GDB. Qu'est-ce qu'elle va me permettre? Elle va me permettre de rendre GDB programmable. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je peux utiliser les features de GDB à partir de mon langage de script. Python ici. Derrière, ça va me donner une abstraction des internals. Donc, l'abstraction des internals, c'est cool. Ça va me permettre de définir des nouvelles commandes. Ça va me permettre de définir des pretty printers, mais ça va surtout me permettre de jouer avec les inferiors. Inferiors, quand je dis inferiors, comprenez process. D'accord? Donc je vais pouvoir jouer avec les process, les modifier. Je vais aussi pouvoir register des callbacks pour les events. GDB, il fait un truc qui est vachement sympa de sa part. C'est à chaque fois que votre process, il va faire quelque chose d'un peu spécial, il va fork, il va recevoir un signal, il va créer des nouveaux threads, ce genre de choses. GDB, il va vous prévenir. GDB il va lever un event et si vous voulez, vous pouvez faire des hooks ou des handles sur des handlers sur ces events et ça va être vachement pratique pour nous. Donc, à quoi ça ressemble? L'idée c'est que quand je définis une commande, je la fais hériter de la commande GDB, je lui donne une description. Command running, ça veut dire c'est le type de la commande, ça va juste lui servir à ordonner lorsqu'on va faire notre liste. Complete file name, c'est le comportement que doit avoir votre commande lorsqu'on va faire le tab sur la complétion sur les arguments.
Et derrière, invoke, c'est la méthode qui est appelée, la méthode qui est appelée lorsque vous rentrez la commande dans le terminal. Donc concrètement ici, il n'y a rien de bien intéressant. Quand je parlais des inférieurs, je suis capable de récupérer le process qui est en train d'être debug. Voilà. Ensuite, on va utiliser quoi d'autre? On va utiliser l'option CMake export complete 1, 2, 3, CMake export compile comments. L'idée c'est que lorsque je vais patcher tout ça, lorsque l'utilisateur va rajouter du code, j'ai besoin de le compiler, son code. J'ai besoin de compiler un minimum, je vais essayer de compiler le minimum, mais j'ai besoin de le compiler quand même. Et le souci c'est que si mon user il a des options dans la compilation, j'ai envie de les utiliser aussi. Donc, CMake il m'offre ça, il va me créer un fichier lorsqu'on lui donne un fichier JSON, lorsqu'on lui donne cette option, qui va me permettre de lister l'ensemble des fichiers et la commande avec laquelle ils ont été compilés. Donc ça c'est pratique, c'est cool. Comment est-ce que je veux tacler le problème? Comment est-ce que je veux tacler notamment le patching des fonctions? L'idée c'est que j'ai mon fichier original, dedans il va y avoir des symboles qui ont un code, et à un moment, ben, ce code il doit être modifié. Donc, comment je vais faire pour réussir à patcher mon symbole? Ben, quand j'ai compilé, je vais avoir un nouveau process. Pardon. Je vais compiler mon truc sous forme de bibliothèque dynamique. Et comme ça, je vais être capable de l'injecter dans l'adresse space du process qui est en train d'être debug, qu'on appellera le tracy par la suite. Donc je vais l'injecter dans le tracy et je vais aller juste modifier la fonction que j'ai envie de patcher pour qu'elle fasse un jump vers sa nouvelle version. Ici, j'ai des jumps absolus, j'utilise des jumps absolus plutôt que des jumps relatifs parce qu'il faut se mettre en tête que lorsque je suis en 64 bits et que je vais ouvrir des bibliothèques dynamiques, le souci c'est qu'elles sont trop loin pour faire des jumps relatifs. Donc je suis obligé de faire des jumps absolus. Comment je fais ça? Comment j'injecte ces bibliothèques dynamiques? Je vais utiliser DLOpen et DLOpen, DLClose. DLOpen pour les ouvrir. Le problème c'est que à la base je les ai pas ces symboles. Et la libc me sauve la vie parce que on a des alias qui sont là à partir du moment où vous utilisez la libc, c'est tranquille. J'ai les alias qui sont disponibles dès le début, dès le lancement de mon process, quand j'ai terminé init et tout se passe bien. Donc voilà, donc là où on en est, il faut que je réussisse à insérer une bibliothèque dynamique. Il faut que je réussisse à forcer le process que je suis en train de tracer, il faut que je réussisse à forcer mon tracy pour qu'il ouvre ma bibliothèque dynamique et que derrière je sois capable de faire mes jobs. On est d'accord qu'à la base le code il n'y est pas. Lui il n'a pas un endroit où il me dit t'inquiète vas-y tu peux ouvrir. Donc ce que je faisais à la base, c'est que j'injectais ce code là au tout début du point texte. Donc je sauvegardais ce qu'il y avait avant, je le mettais de côté, j'injectais mon code, je set RIP pour qu'il l'exécute, je remets mon code, tout s'est bien passé, tranquille. Ok, ça fait du code qui est architecture dependent, et surtout, ça m'a fait découvrir un truc. On va appeler ça un bug. Je ne sais pas si c'est GDB ou moi, bon, il y a plus de chances que ce soit moi, mais il y a un truc très drôle qui arrive, c'est que quand je vais CTRL-C, arrêter le process, arrêter le tracy dans une bibliothèque dynamique qui est shared, donc pas une bibliothèque dynamique que moi j'ai injectée, mais lorsque je vais arrêter le tracy là-dedans, et que je vais vouloir set RIP à une valeur, GDB va me dire ok, je te mets RIP à ça, si je lui demande RIP, il me donne la RIP à la bonne valeur. Par contre, lorsque je vais relancer l'exécution, RIP il est 2 bytes plus tôt que ce que je voulais. C'est chiant. C'est très chiant. Parce que 2 bytes plus tôt, ça va me faire tomber sur des null bytes, sur des null bytes, et les null bytes, c'est une instruction qui déréférence EAX. EAX, il n'y a pas d'adresse valide. Donc ça c'est clé. Voilà. Tant pis. On a envie de passer à autre chose. On a envie d'arrêter d'utiliser du code architecture dependent, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les trucs, je vais utiliser ce que GDB me procure. Je vais utiliser le call.
GDB me permet d'appeler des fonctions. Et derrière, bah, je passe de tout ce truc à ça. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. À partir du moment où le symbole existe, voilà. À la base, c'était un jouet. Donc j'étais content d'avoir mon code injecté. Je faisais, en réalité, j'étais content. Vous avez vu, ah, c'est joli, hein. Mais ça casse. Donc on va juste l'enlever. On va juste passer au jeu. Donc là, je suis capable d'injecter du code. Je suis capable d'ouvrir des bibliothèques dynamiques. J'ai passé mon premier problème. Maintenant, il faut que je patche mes fonctions. On est d'accord que si l'utilisateur il me fait compiler des fichiers C avec des milliers de fonctions à l'intérieur, des milliers, des centaines, on s'en fout, j'ai pas envie d'aller tout patcher. J'ai pas envie de faire un gros for each sur l'ensemble des symboles et d'aller patcher les fonctions les unes après les autres. Donc d'aller mettre le jump sur l'ensemble des fonctions. Non. Ce que je veux faire, c'est arriver et dire, ben, au moment où tu vas rentrer dans ta fonction, au moment où tu vas en avoir besoin, à ce moment-là seulement je vais la patcher. Surtout que je ne peux pas patcher une fonction dans laquelle je suis actuellement, à cause de dépendance des variables, et à cause du fait que, potentiellement, ça n'a plus du tout la même tête. Les variables sont plus du tout au même endroit, et stack frame, tout ça. Voilà. Donc je fais mon end-to-end patching. Comment je fais mon end-to-end patching? L'idée c'est que je vais arriver, je vais mettre un temporary 1, 2, 3, un breakpoint temporaire, c'est plus simple. Je vais mettre un breakpoint temporaire au tout début de la fonction, sur les premiers bytes de la fonction, et comme ça, lorsque je vais aller taper, lorsque GDB va exécuter ça, je vais aller taper dessus, je vais être notifié du fait qu'il y a quelqu'un qui essaye d'avoir accès à un breakpoint que moi j'ai posé. Je sais que je l'ai posé, j'ai récupéré mes hooks, j'ai mis un hook sur les breakpoints, donc tout à l'heure je vous avais parlé des events, je m'en sers. Je récupère le hook et comme ça je suis capable de dire c'est moi qui l'ai fait, t'inquiète, on va patcher ça et on va faire comme si rien ne s'était passé. Ensuite, on arrive sur le truc qui est beaucoup moins drôle. Les patchings des objets. Le souci des patchings des objets, c'est que c'est pas exécutable. Donc tout mon délire je vais arriver et je vais jump et forcer l'exécution et machin bidule chouette et jump sur la nouvelle version, c'est pas possible. Donc je me retrouve avec le fait que, en plus, lorsque je disais l'utilisateur il fait ce qu'il veut, s'il recompile une deuxième fois le même fichier, je vais me retrouver avec plusieurs versions du symbole. Parce que dans les fonctions qui n'ont pas encore été patchées, il y aura toujours les anciennes adresses du symbole. Donc, à la base, on m'a proposé un délire avec jouer avec le type des symboles, tout ça, mais le souci c'est que je suis sur quelque chose qui est complètement dynamique. Donc faire tout ça statiquement et même avec des relocations, tout ça, si les relocations elles ont déjà été faites, j'ai perdu. Donc je vais devoir rester sur... je vais devoir faire en sorte de lier tous les symboles, tous les objets qui correspondent au même symbole, je vais devoir les lier ensemble. Je vais devoir en faire une famille. Pourquoi une famille? Parce que quand vous rentrez dans une famille, vous partagez leurs valeurs. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, si vous voulez vous intégrer. Donc, comment je vais faire? Je vais mettre un watch point, ce qu'on va appeler un watch point, sur chacune des occurrences des objets. Et lorsque cet objet va être modifié, je vais aller modifier toute la famille. Si une valeur est modifiée, toute la famille est modifiée. Donc, il faut que je fasse ça à l'écriture. À la base, j'avais fait ça avec les watch points de GDB. Les watch points de GDB, ils sont basés sur les debug registers. Mais le souci c'est des debug registers, c'est que ils sont limités. J'ai 6 registres. 6 registres, oui. J'ai 6 registres. Et parmi ces 6 registres, il y en a 4 qui me permettent de faire mes watch points. Donc à partir du moment où GDB il a utilisé ces 4, comment il fait? Il émule chacune des instructions. Chacune. Donc ça veut dire que quand vous allez run votre code, chacune des instructions, il fait un SI à chaque fois, il fait une single instruction, il regarde, ok ça n'a pas modifié, on continue. C'est lent, c'est extrêmement lent. Moi j'ai pas envie de faire ça. J'ai fait ça, c'est lent, j'ai pas envie de continuer. Donc comment je vais faire? Je vais me faire mes watchpoints maison. Je vais me faire mes watchpoints maison à l'idée de, bon bah, je vais injecter du code, une fois encore,
pour arriver et dire, bon ben, tes variables qui sont sur telle page, on va leur enlever leur protection d'écriture, tu vas plus pouvoir écrire dessus, tu vas segver, bon, je vais le récupérer, et une fois que j'ai récupéré ton segv, je vais faire comme Pageful, je vais dire, bon bah si c'est moi, tranquille, t'inquiète, on fait comme si rien s'était passé, et je te replace la main. Si c'est pas moi, bah je te segve. Voilà, t'as perdu. C'est ta faute. Alors c'est sympa, mais quand j'ai fait ça, j'ai compris pourquoi GDB émulait chacune des instructions. Ça casse tout, ça. Ça casse absolument tout. Pourquoi ça casse absolument tout? Parce que vous avez des variables globales qui sont sur la même page que certaines variables qui sont utilisées par vos linkers dynamiques. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où je vais enlever la protection write, mon linker dynamique, lorsqu'il va vouloir aller écrire dans ces trucs-là, il va segver. Et moi, je vais lui dire, ouais, mais c'est ta faute, c'est pas moi, c'est pas ma variable dans laquelle tu as essayé d'écrire. Et ça va tout casser. Donc, quand est-ce qu'il écrit? Il va écrire, quand est-ce qu'il écrit votre linker dynamique? Il va écrire lorsqu'il va essayer de fixer les ODL fix-up, donc lorsqu'il va essayer de résoudre les symboles. Parce qu'à la base, moi je faisais ma liaison des symboles, la résolution des symboles, je les faisais en lazy. C'est-à-dire que c'est seulement au moment où il rencontrait les symboles qu'il allait essayer de résoudre avec la librairie, la bibliothèque, pardon, que j'ai ajoutée. Le souci, c'est que si je fais ça, ben, j'ai déjà enlevé les protections write, il segvé. Bon, ça va, je vais arriver, je vais mettre en RTLD now, donc ça veut dire qu'il va faire la résolution à chaque fois. C'est pas grave, j'ai évité l'émulation de toutes les instructions, tranquille. Donc je mets mon RTLD now, tranquille, bah, je segve pas, tout se passe bien. Et au moment où je veux refaire une modification, bah, je vais close mon ancienne version de la bibliothèque dynamique et là je segve. Ok, pourquoi je segve? Je regarde, ok, le linker dynamique, il utilise des destructeurs. Et ces destructeurs, il écrit dedans. Donc au moment où je vais fermer ma bibliothèque dynamique, j'ai besoin de remettre les droits d'écriture sur l'ensemble des objets que j'ai patchés. Ça arrive à un moment où ça veut dire qu'il y a 3 moments où je dois jouer, il y a 3 événements où je dois jouer avec mes objets. Ces événements, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Je m'explique. Quand j'ajoute ma bibliothèque dynamique et que je vais du coup rajouter un nouvel objet, pardon, j'ai besoin de le rajouter dans sa famille. J'ai besoin de le rajouter du coup par le nom de son symbole. À la base, j'avais un dictionnaire, ça se passe bien. Le souci, c'est que au moment où je vais à segver, j'ai besoin d'aller chercher son adresse. Et les familles, elles sont pas liées entre elles à la base. Donc ça veut dire que je dois parcourir linéairement, hors de question. Et enfin, au moment où je vais close, je vais avoir besoin de récupérer tous les symboles, tous les objets que j'ai patchés, et tous les remettre sous une bonne forme. Et ça, bah, c'est via la bibliothèque. Donc c'est 3 trucs où j'utilise pas les mêmes arguments, où j'utilise pas les mêmes caractéristiques. Donc j'ai besoin de faire ça à peu près intelligemment parce que je peux pas me permettre d'avoir notamment l'écriture, la modification qui est lente. Elle doit se faire en log de n maximum, voire constant. Parce que si vous faites un while avec j'incrémente de 1, si à chaque fois je dois parcourir linéairement mes trucs, et ensuite derrière j'ai l'overhead de changer les protections, parce que je remets la protection d'écriture, je patch les valeurs, j'enlève la protection d'écriture. Ça commence à faire beaucoup. Comment je fais ça du coup? Comment j'implémente tout ça? L'idée, c'est que je vais rentrer l'ensemble de mes objets qui sont dans leur shell library, qui vont être sous la forme d'un symbol object. Et derrière, je vais aller d'un côté les linker dans leurs families, qui sont du coup représentés par le symbole. Les symbol objects, ils ont juste leur adresse, juste leur size. Si j'ai besoin de leur symbole, j'ai la family. Et derrière, je vais aller aussi les mettre dans mon address space. Et l'idée, c'est que comme ça, lorsque je vais fault, je vais arriver,
je vais regarder l'adresse où j'ai fault. Est-ce que le symbole le plus proche, à ma gauche, le symbole le plus proche en bas, dans les adresses basses, je rentre dans sa range. Si c'est le cas, je récupère ici j'ai des tuples avec leur name, et j'ai juste à les rentrer dans la families, et patcher l'ensemble de la... et patcher l'ensemble de la famille. Voilà. Et comme ça, lorsque je vais arriver, je vais vouloir patcher, close mes bibliothèques dynamiques, j'ai juste à prendre l'ensemble des symboles qui sont dedans et les patcher les uns après les autres. Tout est en constant, quasiment. Et ça se passe relativement bien. Maintenant, on arrive sur une autre feature que je voulais absolument rajouter, c'est le fait que je veux lier mes sources et mon module. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous faites votre 2.w dans Vim, je ne sais pas ce que c'est dans Emacs, votre CTRL S dans CLion ou juste votre écho sur un fichier, ben, directement ça doit aller patcher dans mon module. Le souci c'est que ma commande, elle est run dans le thread principal et que potentiellement, enfin déjà je peux pas bloquer, sinon je bloque l'ensemble de GDB, donc je peux pas bloquer en disant bah on va bloquer l'ensemble de GDB jusqu'à que tu écrives dans le fichier. T'inquiète. Non. Je peux pas être trigger par quelque chose outside de GDB, parce qu'en fait, pendant ce temps-là, moi je suis en train de... Le GDB il est en train de run potentiellement le process, et je peux pas arriver juste ping le thread principal en disant hey, s'il te plaît, redonne la main à machin. Parce que lui, il n'est pas au courant qu'il y a ma commande, il s'en fout. Concrètement, il s'en fout. Donc, ah oui, et comment on gère ces events, comment on se fait notifier, on utilise la bibliothèque inotify qui concrètement traque, c'est pas la bonne version, qui concrètement traque les changements sur le file system et qui procure beaucoup de fun. Donc, j'ai mon inotify, je me tire mon file system, et derrière, en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ce truc-là qui est censé me dire quand est-ce que je dois aller patcher, je vais en faire un daemon. Je vais lancer un thread, et je vais en faire un daemon. Et ce daemon, il va mourir en même temps que le thread principal. Derrière, je vais utiliser des signaux. L'idée, il faut que j'arrête de dire l'idée, c'est que... Donc, je vais arriver et je vais poser mes handlers, en fait. Je vais utiliser les events de GDB pour poser un handler sur des signaux real-time. Et derrière, je vais, de mon thread, aller envoyer un signal real-time à mon process débugué, qui lui va me ramener. Alors pourquoi real-time? On va reparler, le design, on va en reparler après. Pourquoi real-time? Parce que l'intérêt de ces signaux, c'est déjà, c'est pas utilisé théoriquement par votre système. Ensuite, c'est surtout que ça peut être queue. C'est-à-dire que lorsque vous avez un signal normal, si vous avez déjà reçu un signal de ce type-là, si vous avez déjà reçu, je sais pas, votre 6XV, et qu'on vous en envoie un deuxième, on n'en garde juste qu'un. Le deuxième, il est ignoré. On s'en fiche. Alors que moi, j'ai envie de dire, bah, s'il fait 36 fois des 2.w dans son Vim, j'ai envie, enfin sur 36 fichiers différents, pas au même moment, machin, du chouette, j'ai envie de compiler des trucs différemment, pas tous ensemble. Donc j'ai besoin d'avoir l'ordre dans lequel j'ai eu mes signaux. Donc j'ai utilisé mes real-time parce que du coup ils sont queued, tout ça, ça se passe bien. Parce qu'ils sont garantis d'être dans le même ordre d'arrivée que l'ordre dans lequel ils ont été envoyés. Comme ça, si y a des dépendances dans les fichiers que vous voulez compiler, ou que de toute façon, genre... Enfin bref, vous avez compris. Voilà, donc le design, à quoi ça ressemble? L'idée c'est que lorsque j'ai un fichier source qui est modifié, je vais me prendre un inModify. Il y a d'autres events qui doivent trigger la modification, parce que potentiellement Vim, enfin vos éditeurs, ils vont pas lancer un inModify, ils vont comment dire, ils vont carrément les remove du file system et les mettre ailleurs ou je sais pas quoi. Donc inModify il n'est pas envoyé par tout le monde. Donc en gros j'ai ma modification qui est envoyée à mon poller, pas de problème. Mon poller il ajoute
les fichiers qui ont été modifiés dans un set de modifications qui sera plus tard partagé. Derrière, il va arriver, il va envoyer mes signaux real-time au Tracy. Le Tracy, le SAC, pardon, il va hook ces signaux. Et une fois qu'il a hook ces signaux, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, il sait qu'il y a quelque chose à aller compiler. Et donc, il a juste à aller regarder ce qu'il y a dans le modification set et à compiler tout ça. Tout ça, c'est cool. Comment on utilise le truc? On clone, on fait un ./install et on a gagné. Comment on link? Si vous avez les symboles de debug, si vous compilez avec les symboles de debug, j'ai les fichiers sources, donc je suis capable d'aller lier les fichiers sources à la main. Par contre, si vous compilez sans les symboles de debug, il va falloir que vous rajoutiez le SAC add files avec les fichiers que vous voulez lier. Et à chaque fois que vous allez vouloir introduire un nouveau fichier, vous passez par cette commande-là. Pour les fichiers de compilation, vous pouvez directement utiliser les JSON de CMake Export, mais à écrire à la main, ça peut être assez relou assez rapidement. Donc moi j'ai aussi fait un .sac où l'idée c'est vous mettez le nom du fichier, virgule, la commande que vous voulez utiliser, et ça y est, c'est fini. Ok, donc là on va se faire une petite démo. Pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et ça n'a pas chargé. Yes. Ok. Oups. Donc, dans mon truc, j'ai un fichier C qui sera compilé, l'autre n'est pas compilé. J'ai pas les symboles de debug, donc je le rajoute avec mon add files. Quand je run, j'ai mis un breakpoint. Je vais run, on voit que bon, bah, ça a bien les bons trucs. Je vais arriver, je vais modifier. Quand je vais modifier, j'ai fait mon 2.w en bas. Et quand je vais continuer, on voit que le programme a receive son symbol real time. J'utilise le min, le premier, donc 34 ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est capable d'ouvrir les open, de patcher avec mprotect les objets qu'il a trouvés. Il me prévient que tout s'est bien passé. Et lorsque je continue, j'ai bien mon LOLSE ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Je peux avoir envie de rajouter des fonctions. Donc, je rajoute ma fonction. Je l'appelle, ça peut être pas mal. Je 2.w en bas et quand je continue, encore une fois, il va aller close l'ancienne version. C'est pour ça que vous avez les mprotect ici. Il va injecter la nouvelle librairie après son development, etc., etc. Et j'ai bien mon LOLSE ici. Ensuite, potentiellement, j'ai aussi envie de rajouter des arguments à ça. J'ai envie que Toto il se présente. J'ai pas envie qu'il s'appelle juste Toto. J'ai envie de pouvoir le nommer. Donc, l'idée c'est que je rajoute mon argument. Et lorsque je vais, encore une fois, 2.w, sauvegarder dans mon fichier, écrire dans mon fichier, il va aller fermer les anciennes versions. Mprotect, donc là on en a 2 fois plus, parce qu'on a 2 fois plus de symboles, parce qu'il a rajouté ceux que j'avais rajoutés tout à l'heure. Enfin la nouvelle version que j'avais mise en compilant le fichier. Et derrière, tout se passe bien, j'ai mon LOM Alexandre. Je peux rajouter des variables globales. Je peux rajouter mes variables globales, il n'y a aucun problème, elles seront toujours présentes. Maintenant, qu'est-ce que je peux avoir envie de faire? Tiens, je sais pas, par exemple, modifier mes variables. Si je veux modifier, il y a un truc qui est intéressant à voir, c'est que si je veux modifier LSE, j'avais 2 versions tout à l'heure. En fait, le LSE que je print ici, il n'a jamais été patché. Donc il pointe encore vers la première adresse, alors que le LSE que je vais modifier là, c'est celui qui est patché, donc vers les nouvelles adresses. C'est pour ça que je vais me taper des 6RV. Les 6RV, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, il va essayer d'aller écrire dans un dans une personne de la famille, et derrière, je vais aller patcher l'ensemble de la famille. Patching family LSE. Potentiellement, j'ai aussi envie de rajouter des nouveaux fichiers. Donc j'ai mon who qui va aller modifier LSE, encore une nouvelle version de LSE. Et derrière, lorsque je vais include, appelle mon who, on va voir que la version de LSE restera toujours la même. Ah oui, c'est ça que je voulais montrer aussi. Quand vous compilez, il faut faire attention aux dépendances. D'accord? Quand vous patchez, il faut faire attention aux dépendances. Là, j'ai essayé d'aller compiler juste des mots.c alors qu'il n'avait pas la déclaration de who. Derrière, j'ai voulu aller patcher juste new alors qu'il n'avait pas la déclaration de LSE. Donc ça n'allait pas. Et par contre, lorsque je fais les deux en même temps, tout se passe bien et j'ai un joli bug de GDB qui me donne plusieurs fois mon breakpoint 1.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? La conclusion, peut-être? La conclusion, si j'ai réussi à sortir le focus de ça. Tu veux pas passer? Non? Tu fais la gueule? Ok. Je vais aller faire ça à la main, du coup. Si j'y arrive. Bon, on s'en fout. Ouais, c'est chiant. Donc, la conclusion de tout ça, on a quelque chose qui marchote pas mal. Donc l'avenir, c'est que on va rendre ça un peu plus, comment dire, un peu plus puissant. On va essayer de l'adapter au CPP. Là, le seul code, de toute façon, le seul code dépendant que j'ai par rapport aux architectures, c'est mon jump. C'est 12 bytes, ça devrait aller si je veux changer d'architecture. Potentiellement, j'ai juste à le compiler quelque part. Donc voilà, on va essayer de porter ça au CPP, de supporter le multithreading. Vous vous doutez bien que je ne supporte pas le multithreading, parce que l'idée c'est que si j'ai un thread qui est sur une instruction, si j'ai un thread qui est sur les premiers bytes de la fonction, d'une fonction que je veux patcher, et que j'ai un deuxième thread qui va arriver et rentrer dans cette fonction, il tape le TMP, je suis en train de modifier, je vais essayer de modifier les... il tape le breakpoint, pardon, je vais essayer de modifier les... j'ai essayé de modifier le code que le premier thread dont je parlais est en train d'exécuter, donc forcément ça rate. Donc rendre le multithreading, supporter le multithreading, ça peut être vachement intéressant à faire. Et puis voilà. Bon, théoriquement j'ai une slide question avec un point d'interrogation, mais... C'est tout? Vous avez des questions? Je suis allé très vite. Ok. Voilà. Désolé, je suis allé très vite, hein. Mais on se remet à l'heure. Ok, ben c'est tout. Il est où Moulton? Je crois que c'est à toi de conclure. Merci beaucoup et bonne journée. Alors malheureusement, le conférencier suivant est malade, du coup on va prendre une petite pause, et puis après on aura une session de rump, pour ceux qui vont raconter un peu les sujets qui leur tiennent à cœur, et voilà. D'ici là, une pause. À tout à l'heure.